Salut la team, j'espère que vous allez bien. Venons avec cette deuxième vidéo. La team, l'éclatement de la CEDEAO est inévitable. Comme je suis en train de vous informer, l'éclatement de la CEDEAO est inévitable. J'ai écouté un direct de Oumar Keïta et je me suis rendu compte qu'il avait raison de bout en bout et de fond en comble. Voilà pourquoi je vais partager cette vidéo avec vous. Mais avant tout, je tiens à joindre mes propos aux siens pour dire que la CEDEAO n'a jamais respecté les conditions pour lesquelles elle a été réellement créée. Et déjà pour ce fait-là, ça cause un problème. Vous avez écouté hier le ministre d'État Toumba qui a dit que malgré toutes les difficultés qu'a connues le Niger, les attentats, des décès, la CEDEAO n'a jamais, mais à grand jamais, passé un message de condoléances, un message de soutien, un message même de condamnation vis-à-vis des terroristes. Mais dès que Bazoum a été retiré au pouvoir, la CEDEAO s'est empressée de constituer une armée avec la ferme volonté d'attaquer un État souverain. Quelque chose qui n'est pas normal. Mais bien avant, le Mali et le Niger, c'est-à-dire avant même les déclarations du ministre Toumba, les ministres des Affaires étrangères du Mali ou du Burkina Faso et même de la Guinée ont eu des déclarations claires sur ce problème-là, en disant que si la CEDEAO décidait réellement d'attaquer le Niger, et ils devaient considérer cela comme une déclaration de guerre. Et ça entraînera de manière automatique la dislocation de la CEDEAO. Voilà donc le véritable point qui démontre, avec les propos du ministre Toumba hier, que la CEDEAO est à ça de disparaître. Elle est à ça de disparaître. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une alliance qui se crée et qui ne dit pas que dès quelques temps, quelques mois, quelques jours, quelques semaines, quelques années, nous pourrons voir cette alliance des trois pays s'agrandir et former une véritable alliance digne de ce nom, qui pourra véritablement répondre à tous les besoins des populations. Parce que la CEDEAO, c'était aussi ça le but. Régler les problèmes économiques. C'était ça le but. Régler les problèmes économiques de la population. C'était ça le but. Ce n'est pas les problèmes des individus. Mais est-ce qu'elle mène son job? Non, aujourd'hui, la CEDEAO se constitue à une armée prête à attaquer un pays militairement pour partir régler les problèmes constitutionnels. Depuis quand? Ce n'est pas possible. Et Alassane Ouattara qui ne respecte jamais la loi parce que, c'est-à-dire, la Cour africaine des droits de l'homme lui a demandé depuis fort longtemps de réinscrire le nom de Soro Guillaume, du président Gbagbo, de Charles Blé Goudé dans la liste électorale. Ouattara n'a jamais fait. Il a même dit que son pays devait quitter. Parce que, hein, c'est-à-dire, cette institution ne méritait pas d'être respectée. C'est Alassane Ouattara seul qui est le dieu des lois sur la terre et il sait ce qu'il y a bien et ce qui n'est pas bien pour toute l'Afrique. Et donc, ce genre de comportement vise et ne peut qu'apporter un seul résultat, la dislocation de la CEDEAO. C'est clair et net. Parce que la sortie hier du ministre Toumba vous démontre à suffisance que la CEDEAO a déjà tout perdu. Je pense que même ceux qui sont encore au sein de cette institution et qui n'ont même pas voulu, c'est-à-dire attaquer le Niger, le Mali, le Burkina, à l'instar du Togo, il faut savoir qu'il y a des pays comme le Togo, il y a des pays comme le Ghana qui n'ont jamais pris position de manière claire pour attaquer. Donc, ces différents pays-là démontrent à suffisance que la CEDEAO a besoin d'un changement. Soit le changement sera donc effectué, soit ça va s'éclater de manière définitive. La team, écoutons ici ensemble Cheikh Oumar Keïta qui nous parle de cet éclatement-là même. Je parle parce que je fais une analyse objective, pragmatique. C'est le seul pays aujourd'hui, à l'exception de tous ceux qui crient « Ouyo-waya, Ouyo-waya ». On a vu le président de l'Afrique du Sud, je vous ai dit, ne vous laissez pas emballer par le président sud-africain. On attend sur le terrain. On les attend sur le terrain. Ils ont piaillé partout. Non, African must do this, African, you gotta respect Africa. Mais pendant qu'on tue le Mali, le Burkina, le Niger, vous avez vu le Kenya parler, vous avez vu l'Afrique du Sud réagir, never. Mais c'est le Togo qui donne une, comment on appelle, qui permet à ces trois pays-là d'avoir une voix d'expression. Parce que on a besoin qu'on entende. Nous, on parle, mais nous ne sommes pas officiels. Keïta n'est pas un officiel du Mali. Keïta n'est pas un officiel de l'Iptako Gourma. Keïta n'est pas un officiel ni du Burkina, ni du Niger. Keïta fait parce qu'il aime son peuple, il aime son pays, il aime son continent. Mais il y a des voix plus autorisées, des voix plus distinguées, des voix plus officielles. Ce sont nos autorités qui sont à la tête de nos États. Tu vois, alors donc, donne-moi une seconde, il y a un maudit qui est là, on va le dégager rapidement. Alors donc, pour nous, c'est important
C'est fondamental et ça, c'est extraordinaire dans ce que nous faisons. Donc, je le répète, j'insiste, Faure Gnassingbé, il a donné une plateforme d'expression à nos États. Keïta n'est pas un ministre, il n'est pas porte-parole d'un gouvernement. Mais en donnant cette plateforme d'expression, ce que le peuple pense que nous disons sur nos différentes plateformes, à travers nos interventions, nos ministres l'ont dit de façon extraordinaire, de façon excellente, de façon impeccable. Le ministre Diop et le ministre Toumba ont parlé haut et fort, tout en applaudissant, je répète une dernière fois, nos deux grands ministres. Je voudrais rendre un hommage au peuple du Togo et au président Faure Gnassingbé pour le travail extraordinaire qu'il fait. Pendant que Ouattara, si on s'en tient aux enquêtes de Chris Yapi, pendant que Ouattara insulte Faure Gnassingbé regarde Alassane Ouattara et dit c'est vrai que tu es plus âgé que moi, mais tu es petit en politique, Alassane Ouattara, je vais t'humilier. J'ai une façon à moi de t'humilier. J'ai une façon à moi de te rabaisser. J'ai une façon à moi de montrer que tu ne connais nullement la politique. Et Faure Gnassingbé laisse Alassane Ouattara vociférer. Et Faure Gnassingbé sort. Et puis il donne une leçon. Vous savez, Houphouët et le papa Gnassingbé, ils étaient, on avait même dit à l'époque que tellement ils étaient amis que Houphouët avait une femme togolaise. Toute la Côte d'Ivoire a entendu ça, hein, que Houphouët avait une togolaise. Tellement Houphouët et Gnassingbé étaient d'accord. Ils avaient une vision commune, c'est-à-dire cultiver la paix par tous les moyens. Faire l'économie de la guerre et mettre la paix, le dialogue au devant de toutes les actions politiques. Contrairement à Alassane Ouattara qui clame qu'il est héritier d'Houphouët, son comportement et son attitude sur la scène internationale laissent à désirer. Un président qui vient, non, on ne peut pas accepter, pendant qu'il tremble, il dit en vain, hein, on va faire, j'ai mis un bataillon à la disposition. C'est ce que le Toumba, on va écouter Toumba tout de suite. J'ai mis un bataillon. Tu mets un bataillon pour aller tuer les Nigériens. Mais quand le Niger a besoin que tu lui donnes 2 à 3 bataillons pour l'aider à combattre les terroristes, on ne te voit pas. Mais tu es prêt à mettre un bataillon pour aller tuer le Niger. Houphouët ne ferait jamais ça. Il dit il est héritier d'Houphouët. Ça, c'est fort. Hein? Mais voilà le fils de Yadimba, il ne se vante pas comme étant un disciple d'Houphouët ou de son père. Il dit seulement que le Togo, depuis tout temps, le Togo a été un pays de paix, de dialogue. Et que lui, il va continuer dans cette voie-là. Pendant que le vieux de 82 ans reçoit armes et munitions pour ôter la vie, lui, il donne une plateforme d'expression pour préserver la vie. Entre le jeune et le vieux, que chacun fasse son jugement. Entre celui qui est là, qui est né, qui a vu son père au pouvoir, qui a grandi dans le pouvoir, contrairement à Ouattara, qui est un menteur, au moins on connaît le petit Faure Gnassingbé. Bon, enfin, c'est une façon de parler, par rapport à Ouattara, c'est son petit frère. Alors, donc, lui, on l'a vu grandir dans le couloir du palais. Lui, il dit, son père a été, je ne sais pas si c'est chef de canton, mais chef de village, ou bien roi à Saint-Dou. Mais comme un fils de roi, un fils de chef de canton, revenons un peu en arrière sur la biographie d'Alassane Ouattara. Son père devait assurer la chefferie à Saint-Dou. Il travaillait en Côte d'Ivoire. Donc, de ce fait, il était obligé de rentrer à l'époque à Bobo-Dioulasso, en Haute-Volta, c'était pas encore Burkina Faso, c'était la Haute-Volta. Il est rentré, son père est rentré à Saint-Dou pour aller assurer ses fonctions, parce que c'était son tour d'être chef, je ne sais pas si c'était chef ou roi, entre un truc comme ça, à Saint-Dou. Bobo. Donc, ça veut dire que, vous savez, quand vous êtes fils de roi, fils de chef de canton, chef de village, on vous élève avec la doctrine selon laquelle vous devez être un bon gouvernant. Ça veut dire, vous devez préserver la vie de vos sujets, la vie de ceux que vous gouvernez, la vie des gouvernants. Et vous devez développer en vous les capacités diplomatiques
pour être véritablement un négociateur et un stratège en négociation. Vous devez développer en vous les facultés pour aller souvent au-delà des autres. Là où les gens s'emportent, vous avez cette maîtrise de soi et vous raisonnez toujours pour apporter la paix. Donc, Forum sur la paix, c'est toi qui donnes le nom. Moi, je dis plateforme, ça s'arrête là. Vous fatiguez les gens et les trucs comme ça. Là. Alors, donc, je répète encore. Ouattara qui devait, fils de chef de village, fils de chef de canton, ou même roi, vous êtes élevé en tant que tel. Nous, chez nous, dans notre village, notre lignée, c'est nous qui gouvernons aujourd'hui. Mais, on nous a toujours appris une chose, rassembler. Dans la vérité, rassembler. Donc, la politique fait partie de la famille. Bien avant ma naissance chez nous, il y avait la politique. Mais pas la politique comme on la voit aujourd'hui, la politique, les manipulations. Non, non, non. La politique, c'est gouverner. Gouverner, c'est préserver des vies. C'est créer les conditions d'une vie harmonieuse en société, en communauté. Donc chez nous, là, on a grandi dans ça. Donc, il y a des éléments qu'on nous a enseignés. Rassembler, vivre ensemble, rassembler, s'entendre. Mais voilà un président qui dit que son père était chef de village ou de canton, mais qui n'a pas les aptitudes pour rassembler. Quand vous regardez comment il gouverne la Côte d'Ivoire, on est en droit de se poser la question, est-ce que réellement il est vraiment le fils du père qui dit qu'il est le fils? Parce que ce père-là a gouverné. Et en gouvernant son père, on sait que son père faisait le maximum pour rassembler, pour créer les conditions d'une vie harmonieuse en société. Mais comment lui, son travail devient divisé, tué, être arbitraire, arrestation arbitraire, emprisonnement arbitraire, exécution extrajudiciaire. C'est-à-dire, voilà un Soro Guillaume qui est condamné sans aucune preuve de sa culpabilité. On essaie d'abattre son avion alors qu'on lui reproche quoi? Ahmed Bakayoko a été liquidé. Gon Coulibaly, tout bon chef de famille, chef de village, roi, tu as un conseiller, un collaborateur, comme Gon Coulibaly. Vu l'état de santé de Gon Coulibaly, si tu as vraiment la fibre humaine en toi, la meilleure chose, c'est que tu resteras toujours mon meilleur ami. Mais ton état de santé ne te permet pas de rester Premier ministre. Tu auras tous les privilèges de l'État. J'en assume la responsabilité, mais il est temps que tu te reposes. Notre amitié n'en souffrira point. Mais au lieu de cela, sachant bien que Gon était gravement malade, qu'il repose en paix, il met une charge supplémentaire pendant que le docteur du monsieur lui disait « décharge-le », lui le surcharge. Et puis il le choisit comme candidat. Dès l'instant où il a été choisi, Gon lui-même, il savait que Ouattara venait de signer son arrêt de mort. Parce qu'il ne pouvait pas dire... Gon craignait plus Alassane Ouattara que Dieu lui-même. Gon aimait Alassane Ouattara plus que Dieu lui-même. Puisque toute personne censée aurait pu dire, Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord avec vous. Ça n'a pas été une nomination. Lui-même, il a dit, je l'ai préparé. Ça n'a pas été facile. C'est un roi qui dit, j'ai préparé ma succession, mais nous sommes dans une république démocratique où le président est élu au suffrage universel direct. Voilà un président qui dit, vous savez, j'ai pris combien de temps pour préparer Gon Coulibaly? Ça ne se remplace pas comme ça. Et c'est le même président qui vient encore, qui fait les lois d'Ahmed Bakayoko et tous les jeunes gens qui le suivent. Donc finalement, ce président se pose la question, il se ment ou bien c'est à qui il croit qu'il ment? Ça, c'est Alassane Ouattara. Alors, le fils de Yassoumbé dit à Alassane Ouattara, tu n'es pas un politicien. Tu es trop rancunier pour être un bon président. Malheureusement, la Côte d'Ivoire a fait le mauvais choix. Donc, le fils de Faure Gnassingbé, le président du Togo, envoie un message à la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, vous avez choisi un mauvais président.
le fils de Faure Gnassingbé, dit aux Ivoiriens, réveillez-vous. Voilà ce que Houphouët aurait souhaité faire. Réunir les Africains, donner la parole aux Africains, chercher les voies et moyens à travers la négociation, le dialogue, pour aboutir à un consensus et puis trouver la paix entre nous. On n'a pas Houphouët, pendant que lui, il reçoit des conteneurs d'armes et de munitions, Alassane Ouattara, pendant qu'il reçoit des conteneurs d'armes et de munitions pour tuer Maliens, Burkinabés et Nigériens, Faure Gnassingbé dit, venez au Togo, je vous donne une plateforme, je vous donne un moyen d'expression international. Dites au monde ce qu'il y a. Dites au monde ce qui ne va pas. Critiquez la politique qu'on nous impose. Mais, contrairement à Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des mercenaires. On tente de faire évader Bazoum. Et c'est ce président sans foi ni loi, criminel à tous les points de vue, qui a présidé la réunion de l'UMOA, où des décisions cyniques, criminelles, de toute l'histoire de l'humanité, ces genres de décisions n'ont jamais été prises. Même en Palestine, on n'a pas fait ça. On dit, ah, Keïta, comment ça? Mais la Palestine n'est pas un État. Donc, ce qu'ils ont fait au Niger, ils n'ont pas fait en Palestine. La Palestine n'est pas un État. On refuse de reconnaître à la Palestine le droit d'exister. Voilà un pays à qui on reconnaît le droit d'existence au souverain. Et on fait ça. Alors, dites-moi, est-ce que c'est la même chose avec la Palestine? Non. Il faut un Alassane Ouattara criminel. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs types de criminels. Il y a plusieurs types d'assassins. Il y a plusieurs types d'enfants de Satan. Quand on vous dit que porter boubou, aller à la mosquée vendredi, ce n'est pas être musulman, vous allez vous passer. Vous croyez que jeûner matin, midi, soir pendant le mois de jeûne, c'est être musulman, vous vous blaguez. Aller à la Mecque 1000 fois, vous croyez que c'est être musulman, vous mentez. Le premier acte de foi de tout musulman, de tout bon croyant, c'est dans le cœur. Si vous êtes passé à côté du cœur et que vous êtes folklorique, vous êtes théâtral, vous êtes en train de mimer des scènes pour faire croire que vous êtes dans la foi, dans la pratique religieuse alors que c'est faux, vous brûlerez demain en enfer. C'est le cœur d'abord, la pureté du cœur, voilà ce dont Dieu a besoin. La pureté du cœur, un cœur sincère, un cœur conquis à la cause de Dieu. Voilà le premier acte de foi. C'est pourquoi Dieu dit, confessez que je suis Dieu. Mais si le cœur n'est pas convaincu, la bouche ne fait que mimer, Dieu vous brûle en enfer. Mais lorsque le corps est convaincu, le cœur est convaincu, la bouche n'a même pas besoin de parler. Dieu le sait tout de suite. Le cœur est conquis à la cause de Dieu. Alassane, son cœur est perverti. Son cœur est noir. Son cœur est sombre. Rien de bon ne peut pousser dans le cœur de ce monsieur. Car Dieu dit, c'est à partir de votre cœur que vous brûlerez demain en enfer. Les bonnes actions émanent de votre cœur, comme les mauvaises actions prennent leur racine dans votre cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, allez prendre le Coran, allez prendre la Bible, la Torah, regardez ce que Dieu a dit sur le cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. Et c'est le cœur que Dieu juge à travers les actes des hommes. Alassane Ouattara, c'est un criminel. C'est un assassin. On le dira. Comment un père, bon, comme il n'est pas grand-père, je peux comprendre. Oui, c'est vrai, il y a les petites filles de enfin, les familles qui se disent de, peut-être c'est eux là que on dit, sinon, Alassane Ouattara, s'il était grand-père biologique, c'est-à-dire les enfants de ses enfants, parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les enfants de ses enfants. Il y en a peut-être, on n'a pas encore vu. Parce que si toi-même, là, les enfants que tu as comme le sang de ton sang, la chair de ta chair, leurs propres enfants, tu les regardes, il y a des choses, mais quand tu regardes
les petits-enfants qui viennent, tu dis, ah, ce sont mes petits-enfants. Mais en réalité, quand on fouille bien, ce n'est pas tes petits-enfants biologiques. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de tes enfants. Il a 2 enfants, Catherine et puis David. On n'a jamais vu un enfant de David, encore moins de Catherine. Catherine, aujourd'hui, elle est paralysée, son mari l'a quittée, gravement malade. Personne ne peut la voir. Son père même refuse de la voir, tellement son état est pathétique. David, lui, sa femme est morte. Ça, c'est un vieux qu'elle a. Hein? Sa fille, Catherine, son mari l'a quittée. Elle est paralysée. Bon. Son fils David, sa femme est morte. Ça, c'est le vieux là qui est là. Alors, un vieux comme ça, dites-moi, à part les enfants de Dominique Ouattara, son épouse criminelle là, à part ça là, qui lui-même, il peut regarder, voilà le sang de mon sang. Il ne peut pas. C'est pourquoi Ouattara est criminel comme ça, il est méchant. Il est foncièrement méchant. Mais ce n'est pas moi, on va écouter le général Toumba, après ensuite on va écouter encore le ministre Abdoulaye qui a gêné encore, qui a frappé encore. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'abord pour remercier le président du Togo, Faure Gnassingbé, pour avoir permis au Liptako Gourmand de se faire entendre. Parce que le Togo, je vous ai dit, il y a 2 pays qui sont en train de lorgner le Liptako Gourmand, je vous l'ai dit. Il s'agit de la Guinée, il s'agit du Togo. C'est les 2 pays qui sont en train de lorgner le Liptako Gourmand. Et il y a plus de chances, plus le Togo, il y a plus de chances que le Togo, parce que le Togo et la Guinée, c'est clair, mais le Togo, aujourd'hui, est en train de déclarer de façon claire et nette, elle ne se reconnaît plus dans cette façon de faire la politique qui est contraire à toute morale. Donc aujourd'hui, le Mali est en train d'avoir, pas le Mali, le Liptako Gourmand, Mali, Burkina, Niger, ils sont en train d'avoir 2 alliés de poids. 2 alliés qui ont tous les 2 une façade maritime. Donc, on ne sait pas le président qui va venir après Faure Gnassingbé. On ne sait pas. C'est pourquoi un Togolais, permettez-moi de rendre hommage à Faure Gnassingbé. Parce que vous allez prendre un mauvais président comme les Ivoiriens ont pris un mauvais président comme comme Ouattara. Les Ivoiriens, on les a manipulés. La presse occidentale. Mais vous allez voir tout de suite que la presse française va commencer à développer. Vous voulez que je dise? La presse française va commencer à développer un nouveau narratif. Gnassingbé Yadema, Faure Gnassingbé est la nouvelle cible de la France-Afrique. Il y a un nouveau narratif qui va commencer à naître ces jours-ci. Si vous allez écouter ce qu'ils vont commencer à dire de Faure Gnassingbé, c'est pourquoi je dis Togolais, faites beaucoup attention, ne commettez pas l'erreur des Ivoiriens. On a diabolisé Laurent Gbagbo au profit de Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens disent Gbagbo Kafsani Alassane. Ça veut dire Gbagbo Laurent est mieux, 1000 fois mieux que Alassane Ouattara. Aujourd'hui, les Ivoiriens le regrettent. Alors, comme Dieu ne fait rien sans rien, Dieu leur a permis de faire l'expérience de Ouattara. En permettant Laurent Gbagbo d'être hors de la Côte d'Ivoire. Parce que si Gbagbo était là pendant les 10 ans, il y a des fois de chance que Gbagbo serait mort, empoisonné, on ne sait pas. Donc, la prison de Gbagbo a été très bénéfique à Laurent Gbagbo. Cette prison a permis de sauver la vie de Laurent Gbagbo. Peut-être que s'il était en Côte d'Ivoire, je vous jure au nom de Dieu, il serait condamné à vie. Aujourd'hui, la liberté qu'il a, donc, Dieu savait ce qu'il faisait. Dieu a permis l'arrestation de Laurent Gbagbo. Dieu a permis à Laurent Gbagbo d'aller à la CPI parce que Dieu avait un plan pour Laurent Gbagbo. Dieu savait, il va pour préserver sa vie. Il va pour revenir en Côte d'Ivoire pour que les Ivoiriens, de l'absence de Laurent Gbagbo, se rendent compte de la réalité en Côte d'Ivoire. Eux, dans leur camp, ils croyaient que c'était fini pour Gbagbo. En ce moment, la Cheikh Oumar Keïta, il riait. En ce moment, la Cheikh Oumar Keïta, il dansait. Parce que Cheikh Oumar Keïta, à cette époque, avait déjà la révélation que Gbagbo va et puis pas revenir. Je vous invite à le regarder. En 2012, j'ai fait une vidéo quand j'étais aux États-Unis où j'ai dit que Laurent Gbagbo, en ce moment, je n'étais pas comme ça sur les réseaux, c'était quelques rares fois. J'ai dit Laurent Gbagbo part et revient.
Dieu le met à l'écart pour sa propre sécurité. C'est ce qui est arrivé à Laurent Gbagbo. Dieu l'a mis à l'écart pour sa propre sécurité. Et il est revenu. Et Ouattara regrette pourquoi il a permis à Babou d'aller à la CPI. Si vous demandez à Ouattara aujourd'hui, c'est le plus grand regret de toute sa vie. C'est le plus grand regret de toute sa vie. Il dit, mais j'aurais dû le liquider ici. Pourquoi je l'ai laissé partir? J'aurais dû le condamner ici comme j'ai fait à Sorodio. Je le condamne et puis qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il a regretté. Gbagbo est parti, Gbagbo est revenu. Donc, je dis aux Togolais, faites attention. Faites attention par rapport à ce que vous voulez. Dieu n'a pas permis la situation de Gbagbo Laurent pour que ça serve de leçon aux Ivoiriens, mais à tous ceux qui se laissent manipuler par la presse occidentale. Je ne dis pas que Faure est bon, mais on dit la femme que tu veux divorcer pour prendre une nouvelle femme, là, pose-toi la question. La nouvelle femme que tu prends, est-ce que tu connais tout? Tu connais pas tout. Tu laisses celle que tu as, tu la traites de tout et puis tu sautes sur la nouvelle. Tu arrives la nouvelle, là, elle commence à couper ta tête. Tu dis, eh Allah, si il savait ma vieille là, pourquoi je l'ai laissé partir? Mais il a dit, il y a trop tard, ta vieille est devenue une nouvelle chose de quelqu'un. Faisons beaucoup attention. Voyez les présidents, je vous ai donné l'exemple de 2 présidents, Kenya et puis Afrique du Sud. Donc, Togolais, je ne suis pas votre ennemi. Encore même, Faure Gnassingbé n'est pas votre ennemi. Faure Gnassingbé est en train de couper des liens. Mais Faure Gnassingbé, il est très intelligent. Peuple du Togo, permettez-moi de vous dire ça en 1 minute. Et puis on va continuer. Vous savez, Faure Gnassingbé, je vais vous dire une chose. Il y a des liens qu'il ne pouvait pas couper. Mais comme on a l'habitude de le voir, il y a certains présidents qui essaient de couper ces liens-là. D'une certaine manière, au moins ils se rendent compte, pas puis ils sont liquidés. La France envoie des gens pour les liquider. Mais peut faire Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, il crée d'abord un mur entre lui et ses adversaires. Pendant ce temps, il est en train de faire un travail à l'international qui va payer. Donc le jour que Faure Gnassingbé dit, je pars du Togo, ou bien je quitte le pouvoir, ou organiser la direction sans Faure, je vous jure au nom de Dieu, le président qui va venir au Togo, il n'aura pas besoin de se soucier comment je vais couper les liens coloniaux qui sont là. En ce moment, la Faure aura déjà tout coupé. Parce que Faure est en train de faire un travail intelligent, mais il fait avec raison, doucement pour tout. Aujourd'hui, le Togo a besoin d'être... Vous croyez, c'est Faure Gnassingbé, vous voyez, c'est pas ça? C'est pas ça? Vous avez entendu le discours d'Abdoulaye la dernière fois, le vendredi? Le discours que j'ai fait passer le samedi, vous avez entendu? Il dit, ne croyez pas que les présidents passés là ne voulaient pas faire certaines choses. Mais on ne voulait pas permettre à ces présidents-là de le faire. Mais Faure a compris, Faure est en train de couper les liens. Faure est en train de couper des liens. La démonstration aujourd'hui, c'est ce forum-là. Paix sécurité, là, c'est ce forum. Là où la CEDEAO a échoué, Faure Gnassingbé est en train de faire un miracle là-bas. Là où l'Union africaine a échoué, Faure Gnassingbé est en train de frapper là-bas. Peuple du Togo, détestez-le, je suis d'accord avec vous. Mais ne vous laissez pas aveugler par la haine, la rancune, et puis refusez de voir ce que le travail extraordinaire qu'il est en train de faire. Ce n'est pas seulement pour le Togo, c'est pour toute l'Afrique. En tout cas, l'Afrique subsaharienne, il est en train de faire un travail extraordinaire. Vous pouvez ne pas l'aimer, je suis d'accord avec vous. Mais dire qu'il n'est pas en train de travailler, il y a un qui m'appelait, oui, Keïta, on comprend, mais au lieu d'aller balayer devant la maison des gens, il n'a qu'à balayer chez vous. Je dis, mon ami, tu comprends rien en politique, ce que tu es en train de dire là, il faut laisser tomber. Tu n'as rien compris encore. Il faut laisser tomber. Tu crois que Faure Gnassingbé peut balayer devant? Quand j'ai fini de parler avec lui, il dit, mais franchement, Keïta, j'avais une haine contre Faure Gnassingbé, mais après ce que tu m'as dit, franchement, je crois que le monsieur là, il souffre comme ça. Il dit, bon, tu n'es pas au courant de tout, on ne peut pas tout vous dire. Mais il faut juste l'observer. C'est ce que je demande au peuple togolais. Observez-le. Observez-le. Prenez-moi pas au mot, prenez-le au mot. Observez-le. Je ne vous demande pas de pardonner, de lui donner carte blanche. Je vous demande de l'observer. C'est tout. Mais en tout cas, pour le moment, là, nous, on a besoin de lui. Donc, s'il y a pas là, vous voulez faire là, faites ça après. Nous, on a besoin de lui. Parce qu'au moins, il est en train de faire une palabre pour nous. Et notre palabre là, c'est plus important. Pas plus important que le Togo, hein, mais c'est très important. Pas plus important que ce, mais notre palabre là. Hey, c'est pas tout le monde qui peut casser les ailes de Ouattara et puis en même temps Macron. Mais il le fait. En un coup, il a cassé les ailes de la CEDEAO, Union africaine,
Nations Unies, Alassane Ouattara, la Macronie. Le seul, en un week-end, il a cassé, il a frappé l'Union africaine. Ce qu'on a vu au Togo, on n'a jamais vu ça au sein de l'Union africaine. Il a frappé la CEDEAO. Ce qu'on a vu au Togo, là, on n'a jamais vu ça au sein de la CEDEAO. Il a frappé la France, il a frappé Ouattara. Et il a donné une réponse à Ouattara. Ouattara qui l'a insulté, il a donné une réponse à Ouattara. Alors donc, on va écouter nos deux grands ministres. On ne pouvait pas les écouter sans ne pas dire grand merci au président Faure Gnassingbé Eyadema. Merci au président Faure Gnassingbé. Merci infiniment pour cette tribune d'expression libre que tu nous as donnée au Mali, au Burkina et au Niger, pour que le monde entende la version des faits du Niger. C'était la première fois depuis le renversement du régime de Bazoum que publiquement, à l'international, c'est vrai, les ministres ont fait des voyages officiels, ils sont venus au Mali, Burkina, ils sont allés dans beaucoup de pays. Mais la première fois depuis le renversement du pouvoir, pour que les autorités du CNSP puissent s'exprimer à haute et intelligible voix, pour que le monde les entende, c'est le Togo. Et peuple du Togo, malgré votre querelle là, moi, franchement, je vous dis pardonnez, nous, il nous a arrangé. Vous allez dire, il arrange l'Afrique et le Togo. Bon, chacun a sa façon de voir les choses. Je ne peux pas vous obliger à me suivre. Mais en tout cas, merci au président Faure Gnassingbé. Pour la première fois, la voix du Niger a été entendue. Pour la première fois, le Niger a parlé. Permettez-moi, je vais mettre mon bunker là. La petite femme chinoise, là, elle va parler encore. Elle, c'est toujours comme ça. On va mettre le bunker. 欢迎使用 JBZ 品牌1元输入模式。 Voilà, on va mettre le... 蓝牙模式。 ça, c'est le chinois. 蓝牙已连接。 On va voir rapidement. Et puis, vous allez écouter. On va commencer d'abord avec le général Toumba. On va commencer avec le général Toumba. Si vous êtes d'accord avec moi, avec lui, on va commencer. Et puis ensuite, on va venir au grand Abdoulaye. Le grand Abdoulaye. On va venir au grand Abdoulaye. On va d'abord commencer avec le grand Toumba. Le grand et grand Toumba. Ça, donne-moi une seconde pour que chacun puisse... Wow. On va écouter le grand Toumba. Ok, ça c'est Abdoulaye, le grand Toumba. Une dernière fois, on va bien l'écouter. Où il a dit, la CEDEAO c'est fini. Si la CEDEAO veut venir faire la guerre, c'est la fin de la CEDEAO. Vous êtes prêts? Ok, on va lancer le direct. Ok, on va lancer le direct. On va lancer le direct maintenant. On va lancer... Avec les moyens qu'ils ont pour nous aider. C'est conséquemment les moyens de renseignement, d'acquisition de renseignement, On va écouter. qui sont indispensables à ce type de combat. On n'a pas besoin de donner la caractéristique de l'ennemi, vous le connaissez, vous l'avez vu. On va écouter. Vous savez pertinemment que c'est un ennemi qui est confondu à la population. Donc, en ce sens, la discrimination est extrêmement difficile. Donc, je dirais au passage que pendant toutes ces années, Wow. nous n'avons pas vu la CEDEAO. Mhm. La CEDEAO n'était pas présente, ne serait-ce que même un témoignage de compassion à des occasions où nous avons été meurtris, attaqués. On a perdu des centaines de personnes. Un message de la part de la CEDEAO pour témoigner sa solidarité face au deuil national qui ont été décrétés plusieurs fois dans ce pays. On n'a pas vu la CEDEAO. Nous sommes tout à fait étonnés de voir l'empressement par lequel la CEDEAO arrive à mobiliser les troupes pour vouloir attaquer le Niger.
c'est d'abord empêcher tout ravitaillement au Niger, empêcher que la vie se passe au Niger, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie d'asphyxier les Nigériens pour que les Nigériens se soulèvent contre cette junte. Mais malheureusement, le résultat, vous l'avez tous remarqué, vous l'avez tous constaté. Nous avons, avec cette population, décrié et nous continuons à décrier ce caractère, ces sanctions. Le général Toumba, ce qui me plaît chez ce monsieur, il maîtrise son sujet, il parle sans complaisance, il parle sans détour, il présente la réalité des faits de façon objective. On a voulu asphyxier la vie au Niger. Au passage, je voudrais dire infiniment merci à Fatmata Bathily Niang pour le travail extraordinaire qu'elle fait jour et nuit pour le peuple du Mali, elle qui accompagne cette transition pendant ces moments difficiles. Merci à cette grande dame. Il fait des observations pertinentes, le général Toumba. Ce qui est intéressant ici, il n'est pas allé au Togo, autant pour moi, pour lire un discours. Il allait présenter une situation qu'il vit au quotidien. Une situation dont il est lui-même victime en tant que Nigérien. Vous me dites, mais ce sont eux qui sont au pouvoir, comment il peut être victime? Vous croyez que ces hommes qui sont au pouvoir sont quittés au ciel pour tomber? Ils ne sont pas quittés au ciel pour tomber. En d'autres termes, ils ont des familles, ils ont des amis, ils vivent dans une localité, ils sont originaires d'un village, d'une région, d'une localité. Donc, la vie de cette région, de cette localité, c'est forcément aussi leur vie. La vie de leurs amis, de leurs voisins, de leurs collègues. Donc, ils vivent cette réalité au Niger. Comment, à 82 ans, on est supposé être un grand-père? Il va le dire. Et c'était la première fois. J'avais fait cette, je dirais pas annonce, j'avais interpellé pour dire, j'espère que le jour viendra où les autorités du Niger pourront dire exactement combien de femmes qui étaient au travail et par la faute d'Alassane Ouattara, ces femmes-là sont mortes. Combien d'enfants prématurés dans les hôpitaux où on a coupé le courant. Comment on peut être un père? Comment on peut être un père, un grand-père, un frère, un ami, et puis avoir un esprit de couper le courant, sachant bien les pertes en vies humaines que cela va occasionner. Mais je vous en prie, non, Alassane Ouattara, c'est un habitué des crimes de masse. Alassane Ouattara est un habitué des crimes de masse. C'est un criminel. Alassane Ouattara doit être accusé de crimes contre l'humanité. Il a fait en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Il a interdit la fourniture de produits pharmaceutiques. Il a demandé que les banques commerciales soient fermées. C'est Laurent Gbagbo qui a pris le courage sur lui-même pour ouvrir la BCEAO, payer les Ivoiriens. Les gens travaillent, Alassane dit ne les payez pas. C'est pourquoi je vous dis ce que le Niger a vécu. Palestine même, bon. Est-ce qu'on a dit aux banques palestiniennes de ne payer pas les Palestiniens? C'est vrai, ils ont coupé l'eau, ils ont coupé le courant parce que ça venait de chez eux. Mais Alassane Ouattara l'a fait. On a interdit la fourniture de médicaments pharmaceutiques en Côte d'Ivoire. Combien de personnes sont mortes? Je vous en prie, allez regarder dans les livres d'histoire combien de bébés Ouattara a tués.
C'est pourquoi jusqu'à sa mort, ce que Dieu réserve à ce criminel, ce que Dieu réserve à Ouattara, je ne le souhaite même pas pour mon pire ennemi. Wallahi billahi, vous le voyez marcher aujourd'hui, mais je vous jure, un jour viendra, vous n'allez pas reconnaître ce monsieur. Billahi, je le jure, vous n'allez pas le reconnaître. Non pas parce que quelqu'un l'a maudit, non pas parce que nous avons parlé, mais ce sont ses faits. Dieu va lui montrer un peu le temps que le reste qu'il attend dans sa tombe, il va voir. Ça, c'est les gens des personnes, on va l'enterrer et puis il y a le feu dans sa tombe, on ne peut pas le mettre. Parce que la tombe même le refuse, la terre même le refuse. Les gens comme Ouattara, si la terre refuse Ouattara, ne soyons pas surpris. La terre risque de le refuser. C'est la même chose qu'il a fait au Niger. C'est de ça que le général va parler. On a empêché la distribution, l'acheminement, la fourniture des produits pharmaceutiques. Ce n'est pas tout. On a coupé le courant pendant que des nouveau-nés prématurés étaient dans leur couveuse. On a coupé le courant. Comment ces enfants-là vont vivre, les enfants prématurés? Je n'ai pas besoin de vous caricaturer les crimes qu'il a commis. Alors, il veut se donner une bonne conscience et puis il va dire, non, 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 ce n'est pas nous, ce n'est pas des gaietés de cœur, c'est les gens qui sont au pouvoir. Mais you gotta be killing me. J'ai tellement envie de l'insulter, mais je me retiens. Alors, parce qu'ils ont pris le pouvoir, ça justifie de faire ce que vous avez fait moralement. C'est justifiable ce que vous avez fait. Si au moins c'était les tests que vous avez appliqués. Mais dites-nous, quel est ce test-là de la CEDEAO, de l'UMOA, qui vous a permis de prendre cette décision? Parce que Dieu va vous poser cette question. D'accord, vous étiez dans une organisation. C'est pas ça? Alors, dites-nous, quelles sont les dispositions de cette organisation qui vous permettent de prendre les décisions que vous avez prises? Parce que moi, je voudrais au moins que vos actions soient justifiées devant moi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que je puisse vous pardonner. Dieu le dira. Pour que je puisse vous pardonner, donnez-moi un seul test de votre organisation qui vous a donné cette latitude-là d'agir ainsi. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Dieu? On dit les musulmans. Et on voit des imams là qui vont prier et puis ce monsieur est derrière. Mais qui sont incapables de lui dire, mon ami, avant de prier à nous, là, il faut te justifier d'abord avec Dieu. Il faut être en phase avec Dieu. Mais j'oublie que Alassane même le fait, mais que Ouattara même rentre dans leur mosquée là même, ça peut être une cause même pour que tous ceux qui sont dans la mosquée là même subissent même la colère de Dieu. Mais disons la vérité, combien d'enfants prématurés, combien de femmes qui étaient au travail, combien de personnes on avait ouvert leur ventre pour subir des opérations chirurgicales. Ces personnes sont mortes sur la table d'opération, en accouchant, dans les couveuses. Et Ouattara veut porter, il dit, ce n'est pas nous, c'est ceux qui ont fait coup d'État là. Idiot. C'est la première fois qu'on fait coup d'État dans le monde. Et c'est la manière dont on répond à un coup d'État. Dieu a dit, on vous insulte. Parce que quand Ouattara va vouloir se justifier avec son œil tordu là devant Dieu, Dieu va dire, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous ai toujours dit, ne payez pas le mal par le mal. Et c'est ce que vous avez fait. Ne payez pas le mal par le mal. Et vous êtes allé au-delà. Parce que eux, ils ont renversé un régime, ils n'ont tué personne. Et vous avez tué. Vous avez voulu payer le mal par le mal. Vous avez tué des enfants. Vous avez tué des femmes au travail. Vous voulez justifier cela comment, Alassane Ouattara? Bouche tordue, œil tordu, ventre ballonné de barbiturique, de médicaments. Un vieux qui s'arrête, il se met à trembler. Il faut, quand la batterie là commence à se décharger net, il faut rapidement l'envoyer pour le recharger. Et toi-même, ta vie même ne tient qu'à un fil. Comment tu peux avoir la haine à ce point à l'endroit d'un pays? Parce que Bazoum est tombé. Tu n'es pas d'accord? Continuons d'écouter le général. Unique et cynique contre le peuple nigérien. Le Niger, c'est un corridor essentiellement du Bénin qui nous permet de nous ravitailler. Nous sommes sans littoral. Malheureusement, le lendemain du coup d'État, ce corridor a été fermé.
Nous avons des centaines de camions qui étaient sur ce corridor ce jour-là, avec beaucoup de produits, entre autres pharmaceutiques, alimentaires, des produits frais, commandés par les opérateurs économiques nigériens qui devraient rentrer par la frontière. Mais on n'a pas été compris. Automatiquement, la frontière fermée. Et aujourd'hui, je vous dis, des centaines de camions, des centaines d'opérateurs économiques ont perdu leurs biens à cause de cette situation. Mais ils continuent toujours à supporter cette junte-là, pour laquelle c'était arrosé sur le body. Les gens ne comprennent pas. Avec l'illusion démocratique qui a été entretenue par le régime déchu. L'illusion démocratique. Montrant à la face du monde que tout est bien dans le meilleur des mondes possible au Niger. La communauté internationale a manqué de discernement par rapport à cette situation. Nous avons juste voulu nous expliquer le 27 juillet pour que les gens comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe au Niger. Cela n'a pas été le cas. Vous avez entendu, il dit, on a voulu juste nous expliquer pour que les gens comprennent ce qui se passe au Niger, puisqu'on était dans une illusion démocratique. Plus de 10 ans, on observait. On ne nous a pas donné l'opportunité. Vous avez entendu de la bouche du général lui-même. On ne nous a pas donné l'opportunité, on ne nous a pas permis de nous exprimer. Aujourd'hui, le Togo permet au Niger de s'exprimer. Et le monde entend pour la première fois la voix du Niger, puisqu'on a empêché le Niger de le faire à la tribune des Nations Unies. On a voulu rendre le Niger à la plus petite, faible expression. Alassane croyait que, en menaçant Faure Gnassingbé, en l'insultant comme Christian Puy s'en a fait l'écho, il croyait qu'il allait pouvoir imposer sa volonté diabolique, mystiquement satanique. Il crut, il a cru. Il crut et il a cru qu'il allait pouvoir imposer sa haine viscérale au président Faure Gnassingbé Yadema qui a plus d'expérience politique que lui. Le président Faure Gnassingbé ne s'est pas empressé de répondre à Alassane Ouattara. On dit on répond à un imbécile par le silence. Si le chien te mord, que tu mords le chien il est mieux que toi. Alassane a piaillé, il a gueulé, il a insulté, il a hurlé. Le président Faure Gnassingbé dit, je maîtrise la diplomatie mieux que toi, je vais te faire regretter ton action. Mais Faure Gnassingbé, certainement ne s'attendait pas que Keïta fasse une telle récupération de ce qu'il a fait. Parce que tout le monde était focalisé sur l'intervention, sinon les interventions de nos ministres. Très peu ont accordé du crédit à ce que le Togo a fait. Pour être honnête avec vous, au début, je ne l'avais pas vu. Je n'avais pas vu cette main puissante du Togo, cette diplomatie puissante du Togo. Je ne l'avais pas vu. C'est lorsque j'ai lancé le direct tout de suite que, comme Dieu sait faire les choses, quand vous l'invoquez, après avoir invoqué Dieu, automatiquement, il m'a permis de comprendre. Je ne dis pas que Dieu cautionne tout ce que Faure Gnassingbé dit. Je n'ai jamais dit que Dieu dit ce que Faure Gnassingbé fait. Bon, c'est pas ce que je dis. Donc, souvent, les gens sont forts dans la manière de transformer, de mélanger ce que vous dites. Je dis que sur le terrain, sur le plan de la diplomatie, il a battu les Nations Unies, il a battu la CEDEAO, il a battu l'Union africaine, il a battu la France, il a battu le vieux irresponsable criminel sanguinaire ivoirien Alassane Ouattara, il a battu Patrice Talon, il a battu Macky Sall. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en Afrique, à l'exception de nos 3 présidents, son nom commence à sortir doucement, doucement. C'est vrai que lui, la manière dont nos présidents sont venus au pouvoir, c'est pas la même chose pour lui. Donc, il a sa façon à lui de faire, de faire sa politique, qui n'a rien à voir avec pour nous. Mais on est dans le même registre. Et lui dit, vous menez votre combat, moi je serai le support diplomatique dont vous avez besoin pour vous faire entendre. C'est comme ça que je comprends le Togo. Est-ce que le Mali ne peut pas se faire entendre? Le Mali peut se faire entendre. Mais on est sur le banc des accusés.
au même titre que le Burkina et le Niger. Mais quand vous regardez le Togo n'est nullement sur le banc des accusés. Donc quand le Togo organise une telle rencontre, il y a plus de coups. Soyons honnêtes. Applaudissons pour ce que Faure a fait. Il a fait ici un coup de grand, parce que les gens auraient pu dire quoi? Mais attends, à peine, on a fini quoi? On a fini la 78e Assemblée Générale des Nations Unies. Pop, on a fini ça. Et puis lui, il organise pour lui. Mais là où le Mali a descendu la France, là où le Burkina a mis la France au pas, là où on a empêché le Niger de parler, Faure Gnassingbé, eux ils finissent pour eux, bam, il fait pour lui. Mais regardez comment il arrive à faire pour lui. Il arrive à court-circuiter en même temps la CEDEAO. Parce que même si la CEDEAO sort aujourd'hui, et ce qu'il a fait vient de mettre en échec tous les plans qu'ils veulent. Je ne dis pas qu'ils vont pas chercher à nous déstabiliser, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que les armes qu'ils ont envoyées, donc après ça ils vont les remettre dans l'avion. Non, les armes sont venues, les armes là ne vont plus partir. Mais ils sont obligés maintenant de revoir leur stratégie. Donc toutes les stratégies qui avaient été mises en place, aujourd'hui là, le forum que Faure Gnassingbé a organisé au Togo a mis à nu, a mis le compteur à zéro. Aujourd'hui, la CEDEAO ne peut plus rester dans sa position belliqueuse. Sinon, la CEDEAO sera vue comme comment? Et là, c'est là Faure a frappé un grand coup. Parce que personne ne voulait, c'est-à-dire les gens ne voulaient même pas qu'un chef d'État de la CEDEAO sorte pour dire autre chose que ce que la CEDEAO doit faire. Maintenant que Faure est sorti publiquement, il dit devant tout le monde, je m'inscris en faux contre cette décision de la CEDEAO. On peut encore utiliser les moyens diplomatiques. Il y a encore beaucoup d'options diplomatiques qu'on n'a pas encore utilisées. Donc finalement, si Alassane Ouattara veut rentrer dans cette guerre avec la chaussure de talon et puis la merde de saleté de Macky, mais écoutez, leur population, à l'intérieur, leur opinion publique, leur opinion nationale, les gens vont commencer, mais attendez-vous là, qu'est-ce que vous faites là? Le Togo vient d'ouvrir la voie pour le dialogue. Et donc aujourd'hui, ça fait que la CEDEAO se trouve discréditée dans son action de vouloir aller en guerre. Le Togo a parlé à la TV des Nations Unies, ils n'ont pas entendu. Le Togo organise un forum. Et c'est là, je vous jure, je mets Chris Yapi au défi, qu'il aille fouiller, qu'il aille s'interroger, qu'il demande autour de Ouattara. Ouattara est actuellement, il est mal, il est énervé, il est très très remonté. Mais à savoir même si Faure Gnassingbé même va prendre encore les appels de Ouattara, après ça, Faure Gnassingbé va plus prendre les appels de Ouattara. Parce que là, il a montré à Ouattara que Ouattara est idiot. Il a montré à Ouattara que Ouattara est bête. Il a montré à Ouattara que Ouattara est un criminel. Il a montré à Emmanuel Macron que c'est un petit président minable, manipulé, qui ne pourra rien faire en Afrique. Mais regardez, on n'a même pas une idée de ce qui est en train de se jouer, je vous jure. On n'a même pas une idée. C'est-à-dire la France décide de vouloir tuer, et puis un autre État sort, hey, on a terminé avec ça. On est dans une nouvelle ère. Celle-là, c'est avant. Et le Togo devient la plateforme internationale qui permet à ceux qu'on veut étouffer d'avoir une voix diplomatiquement entendue sur le plan international. Et le Togo devient celui-là aujourd'hui qui fait remonter le Mali, le Burkina et le Niger sur le plan international. Est-ce qu'ils n'étaient pas, ils sont sur le plan international, mais le Togo c'est un peu, et quand vous faites quelque chose et puis quelqu'un vient vous accompagner, il n'y a pas une aide de trop. Toute aide, tout soutien, tout concours est toujours la bienvenue. On ne dit jamais que c'est bon, c'est trop. Donc, nous on fait pour nous, le Togo vient nous accompagner, on dit merci au Togo, bravo au Togo, on continue pour nous. On ne va pas s'arrêter pour autant. On ne dit pas aussi sans le Togo on ne peut pas. Mais l'action du Togo est salutaire, est éminemment salutaire parce que le Togo vient de mettre une balle, 2 balles, 6 balles, 50 balles dans les pieds de la CEDEAO. Donc le Togo vient de casser les 2 pieds de la CEDEAO.
Donc, pour aller en guerre, il faut avoir tes deux pieds. Si tu n'as pas deux pieds, tu vas aller faire guerre comment? Le Togo vient de casser les deux pieds de la CEDEAO. Si la CEDEAO veut sortir, c'est une humiliation qui attend. Et tout président sensé, avec une petite dose d'intelligence, sait que le Togo vient de tout gâter. Et le Togo vient de toucher tous les espoirs de guerre. Mais, est-ce que pour autant, les gens vont arrêter de réfléchir à des options de déstabilisation? Pas du tout. Mais, l'attaque massive qu'on voulait lancer est douchée d'une certaine manière. Ils peuvent toujours aller. Ils peuvent toujours tenter. Mais une chose est certaine. S'ils vont, ils vont échouer. S'ils vont, ils vont perdre. Ça, c'est une certitude. Parce qu'ils ne maîtrisent plus le terrain. Contrairement à ce que cet ancien de renseignement français qui dit, comme nos soldats ne sont plus là, notre ambassadeur, on peut maintenant lancer des opérations clandestines de déstabilisation. Lui se croit encore dans un film de James Bond, il se croit encore en 1960. Ce petit-là, on lui dit, nous sommes en 2023. On a arrêté la tentative d'évasion de Bazoum. Donc vous croyez que vous allez venir. C'est avant, on arrivait à corrompre la population. Mais aujourd'hui, là, le Niger est averti. Sinon, les premières heures du coup d'État. Oh, toi, va là-bas. Arrête de me fatiguer. Les premières heures du coup d'État. Les premières heures de l'arrestation de Bazoum. On a vu des jeunes gens qu'on avait montés tout de suite. Ils sont sortis. Vous les avez vus? On n'est pas d'accord, on veut la démocratie. Vous avez vu? Et puis moi, je suis resté sur ma faim. J'ai dit, mais attendez, qu'est-ce qui se passe au Niger? J'ai dit, bon, attendons de voir. Donnons encore le temps à la population nigérienne de réagir. Et vous avez vu que quand nous, on a commencé à intervenir, on est beaucoup, hein, aussi bien en Afrique qu'à l'extérieur, en Europe, on a commencé à intervenir tout de suite, parce que le peuple nigérien même hésitait. Mais quand ils ont vu qu'il y avait de la détermination, de l'engagement, automatiquement ils sont sortis. Donc, quand ils ont vu les jeunes gens là marcher, et puis ils ont été gazés, et puis nous on est sortis, on a eu courage, on a commencé à pousser. Vous avez vu quand le peuple est sorti, les jeunes gens ils ont disparu. Ils ont disparu de la circulation. Donc, ce que nous disons, le Niger a subi affreusement. Le Niger a subi. Le Niger a été frappé, comme le Mali a été frappé. Mais Dieu merci, le jour où le Mali était frappé, le Mali était seul. Je dis bien, le Mali était seul. Et seul, le Mali a mené son combat. Quand le Burkina a été frappé, le Burkina avait le Mali. Quand le Burkina a décidé de prendre son destin en main, le Burkina a trouvé un allié, le Mali. Ensuite, quand le Niger, à son tour, a décidé de prendre son destin en main, le Niger n'avait pas seulement le Mali, mais le Niger avait 2, 3, 4 alliés. Donc, ce qui fait qu'on peut dire que relativement par rapport au Mali et au Burkina, le Niger aujourd'hui, relativement, ça va plus ou moins mieux. Pour ne pas dire ça va très bien. Parce que le Niger, c'est vrai que les transitaires nigériens avaient misé sur le port de Cotonou. Avec ce qui s'est passé, donc il fallait maintenant que les camions, ils avaient le choix. Soit ils déchargent la marchandise et puis ils vont s'approvisionner au Togo, ou les marchandises qui ne sont pas périssables, ils prennent la direction du Togo et puis le Niger. Je crois que c'est ce que certains ont fait. C'est ce que le général disait, des centaines de camions ont été bloqués à la frontière. On a empêché, et les produits, il y a des produits frais qui ont pourri dans les camions. Qui ont pourri. Mais aujourd'hui, qui paye le prix? Qui paye le prix aujourd'hui? Je vous demande pardon à cause de Dieu si vous avez des amis au Niger, et ça frôlait au Bénin. Demandez qu'on vous envoie les images du port de Bénin, Cotonou. Alors, s'il y a des gens au Bénin qui me suivent, je vous en prie à cause de Dieu, si vous m'entendez,
Si vous pouvez filmer le port de Cotonou, si vous avez des personnes aux alentours du port, filmez le port et puis envoyez-moi dans ma boîte pour que je puisse montrer aux gens ce que le port de Cotonou est devenu. Quand nous avons lancé le boycott contre le port d'Abidjan, Alassane Ouattara, il était tellement gonflé, il a envoyé une délégation ministérielle ici. Nous avons dit à nos autorités que nous ne voulons pas d'entente avec le port d'Abidjan. Au regard de ce qu'ils nous ont fait subir, on ne veut rien, on n'attend rien d'eux. On est avec la Guinée, on continue avec la Guinée. Et aujourd'hui, le port d'Abidjan paye le prix. Parce que le Burkina aussi venait par le port d'Abidjan. Dans le Burkina, mais Ouattara, contrairement aux autres, Ouattara permettait à un certain nombre de produits. Il était tellement malin, il a réduit, c'est vrai, la cadence, mais il y a des produits de première nécessité qui se laissaient passer. Donc ça fait qu'il y a des importateurs et des transitaires qui n'ont pas complètement laissé le port d'Abidjan, mais ils ont réduit considérablement leurs activités au niveau du port d'Abidjan. Bon, maintenant, tout le monde s'est rabattu du côté de la Guinée, de Conakry. Dakar, c'est la même chose. Les entreprises de transit, les petites entreprises qui ont été créées aux alentours du port de Dakar, tout est tombé en faillite, plein ont fermé, ils ont mis la clé sous paillasson. Donc, chaque fois qu'ils frappent, et nous on a cru que cela leur donnerait une petite leçon, on a cru que le Bénin n'allait pas tomber dans ce jeu-là. Ce président Guénon appelé Patrice Talon, il a aussi bête qu'Alassane Ouattara. On a cru qu'il allait être un peu intelligent, mais il s'est laissé manipuler. Il était tellement gonflé. C'est-à-dire, les gens se croient que parce qu'ils ont une façade maritime, ils se disent que ils peuvent nous imposer leur volonté. Il a fait, mais aujourd'hui, le Togo se frotte les mains. Aujourd'hui, le port du Togo, ça frôle, le port du Togo, le port de Lomé, dans la sous-région, à part le Nigeria, l'argent que le Bénin gagnait là, c'est fini. Ça va au Togo. La Côte d'Ivoire a perdu au moins 7/10 de ses activités au profit de la Guinée. Le Sénégal a perdu au moins 8/10 de ses activités au profit de la Guinée. Le Bénin, pratiquement, le port de Cotonou, pratiquement est en arrêt. Maintenant, c'est à partir du Togo que le Niger est ravitaillé. Et vous croyez que c'est du jour au lendemain que le Niger va partir avec le Bénin encore? Vous croyez que ça va arriver? En tout cas, puisque le général a dit, le Niger a demandé 3 ans pour la transition. Il dit, quand je frappe aux chaussures des talons, j'aurai 1000 ans de bénédiction. Merci. Maintenant, le Niger a demandé 3 ans de transition. Il dit, ça dépend. Il y aura un forum national, je crois. Il y aura un forum national où le peuple du Niger va décider. Le peuple du Niger va décider. Eux proposent 3 ans minimum. Non, ça fera 3 ans maximum. Le CNSP demande 3 ans maximum, mais il demande à la population de se prononcer sur la durée de la transition. Donc, vous voyez maintenant, le CNSP ne va jamais négocier avec la CEDEAO par rapport à la durée de la transition. Jamais. Donc, la CEDEAO peut maintenir autant que possible les sanctions. Le CNSP ne va jamais, à ce niveau-là, négocier avec la CEDEAO. Le CNSP dit, nous, au maximum, on veut 3 ans, parce qu'il y a du boulot à faire. La Guinée a dit 3 ans, la Guinée peut renouveler. Le Mali, on va dans 3e année, et on a la possibilité de réchelonner. Donc, nous, on n'est pas tenu par une date obligatoire avec la CEDEAO. Ce n'est pas la CEDEAO qui finance les élections au Mali. C'est l'argent du peuple malien. Alors, c'est ce peuple-là qui dit, nous voulons 5 ans, 4 ans. Donc, c'est la volonté du peuple. Maintenant, si au Mali, on se rend compte que le délai qu'on s'est fixé n'est pas tenable, comme l'a fait tout récemment le gouvernement, il appartient au président Assimi Goïta de faire une déclaration et de dire au peuple, j'ai entendu ce que vous avez dit, on avait proposé telle date, mais compte tenu de la réalité de certaines situations, nous allons aller
peut-être à 6 mois ou 1 an supplémentaire de la transition. Rien n'oblige Assimi Goïta à dire que nous... Parce qu'aujourd'hui, là, les 3 pays là, de l'Iptako gourmand, rien ne les oblige à rester dans une transition imposée par la CEDEAO. Le Burkina dit, si vous pouvez garantir la sécurité, nous on organise l'élection tout de suite. Donc Burkina dit, pas d'élection tant que la sécurité n'est pas établie au Burkina. Bon, c'est Assimi qui de temps en temps essaie un peu d'amadouer la CEDEAO. Maintenant, le général Tiani dit, je n'ai rien à dire à la CEDEAO, c'est le peuple du Niger qui va décider. Nous, on a proposé 3 ans maximum. Si le peuple dit moins de 3 ans, ou bien si le peuple dit 4 ans ou 5 ans, nous allons le faire. C'est la voix du peuple qu'on attend. Voilà ce que le général a dit. Mais ça, on va développer les 3 ans de la transition. On va la développer. Parce qu'aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Qu'est-ce que la CEDEAO peut dire? La CEDEAO qui est en train d'asphyxier le Niger. Le CEDEAO qui est la CEDEAO, autant pour moi, qui est à l'origine de l'assassinat des enfants du Niger. La CEDEAO qui est responsable du meurtre des femmes qui étaient au travail, qui devaient faire des césariennes, mais qui sont mortes parce que la CEDEAO a coupé le courant. Les enfants qui étaient dans les couveuses, les enfants prématurés, les enfants nigériens qui sont morts par la faute de la CEDEAO. Est-ce que cette CEDEAO-là, légitimement peut dire à la transition, faites 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous croyez réellement que le peuple du Niger va soutenir le CNSP à négocier avec la CEDEAO? Pas du tout. C'est la même chose pour le Mali. Assimi, il est très malin. Assimi, il écoute son peuple. Il est maintenant doué dans la politique. C'est un génie politique aujourd'hui. Assimi sait très bien ce qu'il fait. Si Assimi estime que ce n'est pas opportun, Assimi ne fera rien. Ça, au moins, j'ai la certitude. Donc, Assimi, il met pas, lui, il crie pas beaucoup, hein. Le capitaine, il a déjà dit une seule fois, le premier ministre a dit, si vous êtes, ils ont appelé les ambassadeurs des pays européens, CEDEAO. Il dit, si vous avez la solution pour voir la sécurité aujourd'hui, si la sécurité aujourd'hui, on organise l'élection, mais tant que vous n'avez pas le moyen et que c'est nous qui devons nous battre pour établir la sécurité, c'est quand nous aurons sécurisé l'ensemble du territoire que nous allons aux élections. Donc, les dates que vous donnez ne nous engagent pas. La seule chose qui nous engage, c'est la sécurité du Burkina Faso. Maintenant, 2 mois, 3 mois, c'est pas notre problème. Si ça prend 5 ans, ça prend 5 ans. Si ça prend 1 an, ça prend 1 an. Donc, la seule condition pour nous, c'est la sécurité du Burkina Faso.